Alors, ici, vous avez un mémoire que j'ai retrouvé parce que j'ai pu classer l'ensemble des thèses du laboratoire dont j'ai pris la direction il y a un an, qui s'appelle Technique et enjeux du corps. Et là-dedans, donc, si vous voulez y accéder, d'ailleurs, nous avons toutes les thèses de l'ENSEPS, etc. Tout ça est disponible maintenant dans le laboratoire. Et là, vous avez une thèse d'un certain Alain Hébrard. Je ne sais pas si vous le connaissez, enfin, un gars un petit peu, voilà, pas très important, en 73. Et une thèse de l'ENSEPS. Et donc, quand vous relisez cette thèse de l'ENSEPS d'Alain Hébrard, que je vous recommande, nous avons là des questions tout à fait fondamentales, qui n'ont pas totalement été résolues, malgré l'influence d'Alain sur les IO, les programmes, etc. etc. Parce que qu'est-ce qu'il nous disait, je le cite. Un geste sportif, il y a quelques fautes, excusez, j'ai plus de haine sur mon ordinateur, donc c'est un peu difficile. Je n'ai plus de haine au sens propre du terme. Un geste sportif, c'est d'abord un mouvement du corps qui change de position dans l'espace en fonction du temps. En ce sens, c'est l'effection motrice de la conduite qu'adopte un individu lorsqu'il pratique une activité sportive. Donc ce premier chapitre, qui s'appelait Corps en mouvement et gestes sportifs, l'a mené à poser une question qui est absolument centrale, que j'ai développée déjà dans le tome 1 de l'hémertiologie, que je vais redévelopper dans le tome 2, qui est la question de est-ce qu'il existe une langue de l'action corporelle. Alors je vous rassure, dans mon laboratoire, nous avons des réponses déjà, des gens qui me disent oui, mais c'est déjà fait, Bernard. Nous avons des langues déjà tout établies, la motricité, etc. Bon, alors je dis oui, bien sûr, tout ça est très bien, mais c'est pas sûr. Parce que la question, c'est la perception de la situation, disait déjà Alain. Vision du corps d'autrui en mouvement. La réaction motrice par rapport au type de réflexe qui est mis en œuvre. Les stimuli qui sont privilégiés dans l'environnement, par l'affordance, par l'écologisation. Donc finalement, c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on pouvait imaginer. Alors bien sûr, on a eu des réponses, notamment des réponses du côté des techniques. On a eu, il ne faut pas l'oublier, c'est le patrimoine aussi de notre discipline, des gens comme Pochillo, De France, Vives, Vigarello, etc., qui ont dit la question c'est l'analyse des techniques. C'est-à-dire que si j'analyse les techniques, je vais analyser les savoir-faire. Je vais analyser les conditions de production. Et c'est pas faux. Je veux dire, dans une certaine mesure, on peut penser qu'une technique, je cite Jacques de France, c'est précisément un ensemble de principes qui guident la pratique. Et donc, dans une certaine mesure, si j'analyse la technique, je peux déjà permettre aux pratiquants de les intégrer dans la compréhension de son action motrice. D'accord ? Mais, bien évidemment, ici, ça serait retenir un seul aspect, finalement, de la pratique, à savoir que s'il y a technique, il y a aussi technique du corps. Il y a aussi incorporation. Et donc la question de l'incorporation nous renvoie à la question de l'éducation du corps, à la question de la contextualisation. Je vous renvoie à l'excellent numéro Corps et climat scolaire, qui pose le problème de, attention, quel est le contexte, quel est le milieu, quelles sont les conséquences sociales, quelle est la population avec laquelle on travaille. Un des grands enjeux aujourd'hui, avec la paupérisation sociale, avec les difficultés, finalement, les inégalités culturelles dans lesquelles nous sommes, c'est qu'en réalité, à technique égale, apprentissage différent. Je veux dire que le problème fondamental, ce n'est pas de disposer du matériel. Le problème, c'est comment je vais permettre d'établir de la résilience, d'établir de la recalibration, de permettre à des individus de pouvoir s'approprier dans un climat scolaire qui est bien décrit. Alors, Pierre, bien évidemment, toujours très présent dans nos réunions de laboratoire, vient me rappeler sans cesse que tout a déjà été fait, bien évidemment. Donc, je vous renvoie à son dernier livre que j'ai publié dans ma collection. Donc, vous voyez que nous sommes ouverts à toutes les techniques, à toutes les pratiques. Mais finalement, l'apport de Pierre, je crois que l'apport de Pierre le plus fondamental qui reste à développer, c'est la question de l'affectivité. C'est la question de... il le disait déjà, ce qu'il appelait en 70, l'inconscient moteur. L'inconscient moteur porteur d'un sens. Et notamment, je crois que là, il y a tout un volet qui n'a pas eu le temps véritablement de développer, qui est la question de l'implicite.
qui est la question du tacite, ce qui peut être socioculturel, qui peut être l'inconscient, psychique, bien évidemment, des individus, mais qui est aussi, ne l'oublions pas, nos préjugés, nos postulats, nos paradigmes, qui viennent, comme le disait Feyerabend, qui viennent constituer un obstacle à la compréhension de la situation. Et moi, je suis assez effrayé par le fait que les gens ont beaucoup de certitudes. Or, bien évidemment, un petit hommage à Françoise, dont on a publié le livre Hors corps, dernier livre dans notre collection. Il y a tout un courant qui existe. On fait semblant de croire qu'il n'existe pas, mais je veux dire, il existe, il est là, il va même parler après moi. Il y a tout un courant qui est là, sur sport, psychanalyse et sciences, qui est un courant extrêmement important, qui finalement est venu renouveler de l'intérieur en nous rendant sensibles aux logiques de l'inconscient. C'est-à-dire le fait qu'il y a des choses qui se passent dans l'apprentissage qui font que les gens font des choses, ils ne savent pas forcément pourquoi ça marche. Est-ce que c'est des automatismes? Est-ce que c'est des niveaux de compréhension cognitif qui apparaissent à un moment donné? Est-ce que c'est le dialogue, prof-élève, qui se met en œuvre? Voilà, donc il y a tout, je crois que le renouvellement vient de là. Il vient de ce qui avait été engagé dans les années 70 par Françoise, et puis bien évidemment Marie-Hélène, André et Marie-Jean Sauré, et d'autres, bien évidemment. Et il y a aussi, bien évidemment, tout ce qui se passe du côté des neurosciences. Donc là, je prêche un peu pour ma paroisse, parce que je fais ma thèse sur la neurophilosophie. Et donc, bien évidemment, la grande révolution des années 90, c'est qu'on ne peut plus faire semblant de croire que ça n'a pas un impact sur les conditions d'apprentissage. Et donc, nous, en tout cas, nous, on réfléchit sur ça. On réfléchit, par exemple, sur la question de l'anticipation motrice. 10 secondes? Non, 10 minutes. L'anticipation motrice. Donc, je vais vite. Voilà, il faut s'intéresser à cette question-là. Vous avez vu le dernier papier qui vient de sortir sur le neurotracking, c'est-à-dire sur l'idée, finalement, que cette anticipation, on peut aussi la déjouer et en prendre conscience. Les postures incorporées, c'est-à-dire, excusez-moi, mes photos sont un peu datées, donc je reste un peu figé sur un certain état de l'équipe de France. L'adaptation visio-motrice, bien évidemment. Ça, c'était l'influence de mon travail avec Michel Ricopé, dont on attend toujours le livre de synthèse. Message à Michel. Les passes aveugles, bien évidemment, c'est-à-dire tout ce qui est lecture motrice empathique. Alors, pour situer ça un peu épistémologiquement, on s'aperçoit aujourd'hui qu'en STAPS, il y a plusieurs courants qui s'affrontent. Enfin, s'affrontent, c'est beaucoup dire, ils peuvent s'affronter. Moi, je suis plutôt collaboratif, comme je dis, je n'ai pas de haine sur mon ordinateur. Ni dans mon cœur, c'est un peu mon problème. Voilà. Mais pour autant, il faut quand même prendre conscience que les gens travaillent à partir de positions paradigmatiques différentes. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui vont mettre l'accent sur l'expérience corporelle, il y en a d'autres qui vont mettre l'accent sur la phénoménologie à partir de Husserl, d'autres qui vont mettre l'accent sur la conscience corporelle, et d'autres comme nous, qui mettons l'accent plutôt sur Merleau-Ponty, Schilder et l'immersion corporelle. Ça ne nous empêche pas de dialoguer les uns avec les autres. Je pense, je lance un appel à l'association, je pense que le problème fondamental qu'il faut organiser, une journée nationale qu'il faut organiser, c'est la nouvelle épistémologie. C'est ça qu'il faut organiser. Il faut organiser un vrai dialogue interdisciplinaire avec des gens qui viennent discuter en disant voilà, nous on en est là, voilà, avec des gens ouverts. Il y a des gens ouverts partout, dans tous les domaines. Donc je pense que c'est ça qu'il faut faire. Et tout ça, bien évidemment, ça produit des objets complètement différents. Vous avez des gens qui vont travailler sur l'énaction, d'autres qui sont travailler sur la sensibilité, sur l'analyse de l'activité, d'autres qui vont travailler plutôt sur le soi proprioceptif, nous qui allons travailler plutôt sur les modèles écologiques, sur la relation entre les différentes techniques corporelles, d'autres qui vont travailler sur l'empathie. Voilà. Tous ces gens-là, ils existent aujourd'hui, coexistent dans l'espace. Simplement, après, bien évidemment, on va avoir des attitudes. J'ai déjà publié tout ça, donc vous le retrouverez facilement. Le problème que nous avons, voilà, c'est que ça nous donne ce type de choses. C'est-à-dire que si je le prends, si j'applique ce modèle
à partir d'une lecture ontologique de l'épistémologie, on peut voir qu'on a des gens qui vont travailler au plus bas niveau, c'est-à-dire dans le caniveau de l'activité, c'est-à-dire vraiment sur la relation au corps vivant, c'est-à-dire la motricité, l'écologie, l'immersiologie. Les gens qui vont travailler au contraire sur l'analyse motrice de l'activité, l'action située, la praxéo, et puis des gens qui vont travailler sur l'aspect psychosocio-phénoménologique. Et donc ces gens-là, finalement, produisent... Voilà. Simplement, moi, le problème que j'ai, y compris dans mon propre courant, je vous rassure, je dois lutter avec certains doctorants qui me disent qu'ils ont inventé l'eau chaude. C'est-à-dire que finalement, ils ont dit, attendez les gars, nous on a déjà, c'est pas la peine d'aller dialoguer, voilà. J'ai les mêmes au laboratoire. Je veux dire, les praxéologues qui me disent, mais à part la praxéologie, excuse-moi Bernard, qu'est-ce qui existe? Je veux dire, voilà, bon, j'ai les mêmes dans l'action située, j'ai les mêmes en sociologie. Voilà. C'est-à-dire que la tentation, c'est la réduction, comme disait Popper, la tentation c'est la réduction à son propre paradigme. C'est-à-dire je vais tout réexpliquer à partir de mon propre paradigme. Et ça, je l'ai expliqué dès 1993. C'est la dispersion qui est certes féconde des disciplines, mais c'est aussi le corps dispersé. C'est-à-dire c'est la dispersion. Donc, bien évidemment, peut-être qu'il faudrait discuter un peu sérieusement. Mais est-ce qu'il y a des gens qui veulent discuter sérieusement dans notre communauté? Je veux dire, je n'en rencontre pas beaucoup. Individuellement, j'en rencontre beaucoup, mais collectivement. Je veux dire, collectivement, il n'y a pas de grands congrès, il n'y a que des congrès disciplinaires, d'associations. Vous voyez ce que je veux dire? On n'a pas de grands congrès de la communauté. C'est ça qu'il faut prendre. Il faut recréer une révolution. On est en 2017. Vous savez ce qui s'est passé en 1917? Non, mais je veux dire, vous savez ce que c'est qu'un début de siècle? Nous sommes en train de structurer ce qui va se passer dans les 80 prochaines années. C'est là, c'est maintenant. La grande révolution intellectuelle. Si vous regardez ce qui s'est passé au début du XXe siècle, ça se passe entre 1880 et 1940. Après 1940, c'est plié. Enfin, excusez-moi, si s'est passé des choses très importantes. Mais je veux dire, les grands enjeux, c'est là que ça se passe, c'est le débat. Voilà. Donc il faut l'organiser. Pourquoi? Parce qu'en plus, on a bien évidemment des liens entre toutes ces dimensions. On peut faire des liens. On peut articuler des liens. On peut aller de l'un à l'autre, on peut dire, tiens, est-ce que le geste immersif, il influe sur la décision motrice? Est-ce que ça implique sur le rôle praxique? Est-ce que ça permet de comprendre l'action? Voilà, on peut aussi les mettre à l'envers, on peut établir des liens. Mais pour ça, il faut qu'on ait un dialogue. Et c'est pas facile, je peux vous dire. Voilà, plusieurs, parce qu'il me reste 5 minutes, c'est ça? Oui, donc, imaginez. Donc après, bien évidemment, on a deux techniques. Il y a ceux qui veulent redescendre vers le bas. On appelle ça les top-down. C'est-à-dire ceux qui disent, nous on part du corps social, on va redescendre dans les niveaux d'analyse, on va aller jusqu'à l'inconscient. Voilà. Et puis il y a ceux comme nous qui sont plutôt dans le top. C'est-à-dire nous, quand je dis nous, c'est nous et nos doctorants. On essaie de dire, non, nous, ce qui nous intéresse, c'est comment ça va émerger. Comment ça va émerger, qu'est-ce qu'on peut saisir de ce qui émerge, est-ce que ce que je comprends dans ma représentation, c'est ce qui se passe vraiment, etc., etc. Donc tout ça, ça se traduit bien évidemment dans des nouveaux objets qu'on verra aujourd'hui. On va voir le PS 2.0, on va voir les questions de bien-être, de conscience, les gestes, on va voir la question du genre. Donc on a il faut s'intéresser à ces nouveaux objets. Je veux dire que c'est là que ça se passe. C'est pour ça que je vais rester toute la journée pour écouter aussi ce qui se passe. Et bien évidemment, peut-être voir qu'on a plusieurs dimensions de la vie qui s'expriment à travers ces recherches. On a la dimension du vivant, qui renvoie avec ce qu'on a appelé avec Aline la question du corps capacitaire, c'est-à-dire le corps des personnes handicapées, le corps de l'athlète, le corps du tout venant. C'est pas simplement un corps fondé sur des capacités, c'est aussi un corps avec des ressources, avec des potentiels, avec des possibles. Et ça pose aussi la question du vivable, c'est-à-dire qu'on est aussi confronté aujourd'hui à des milieux, à des conditions de travail, à des différences culturelles qui posent des questions écologiques. Ça pose la question du vécu, c'est-à-dire quelle analyse de ce vécu, qui le fait? Est-ce que ce sont les somaticiens? Est-ce que ce sont les experts? Est-ce que ce sont les novices? Est-ce que ce sont les enseignants?
Et ça pose fondamentalement la question de la vitalité. Je lisais le dernier principe éthique de l'association. Qu'est-ce que c'est que le bien-être physique? Qu'est-ce que c'est d'avoir une relation de vitalité, pour reprendre le terme de Winnicott? Peut-être une petite modélisation pour terminer, pour dire voilà, au départ je devais intervenir à la fin de cette journée pour vous présenter le travail sur le numérique que nous avions lancé dans le numéro de la revue EPS qui s'appelait Élèves et sportifs hybrides. Mais finalement, là aussi, il faut être prudent. C'est-à-dire que le corps connecté, le corps arrobase vivant, c'est pas non plus le corps vivant. C'est-à-dire que la surface de la tablette, ça ne va pas remplacer finalement la confrontation avec sa propre motricité. Donc là, je vois que l'organisateur s'approche. Ça va être terrible. Je veux juste, j'ai droit à 30 secondes. Juste pour vous dire, donc, on va sortir, quand sort, ça y est, il est sous presse. On va sortir donc ce livre DVD qui va s'appeler Apprendre de son corps, avec plus de 3h30 de films d'analyse faits à la GoPro. Et pourquoi je montre ça? Parce que c'est un travail que je mène depuis 5 ans au Centre national des arts du cirque, dans lequel on a inventé, entre guillemets, une méthodologie qui peut être transférable, mais surtout qui nous apporte la preuve, finalement, qu'il y a bien 3 niveaux dans le corps. C'est-à-dire qu'il y a les gestes, on va dire, conscients, qui sont parfaitement maîtrisés, et il y a les gestes automatisés, qui sont les gestes incorporés par les apprentissages, et puis il y a aussi les gestes inconscients. Les gestes, on va dire, implicites, tacites, que font ces personnes qui sont des experts, qui s'entraînent 6 heures par jour. Et j'ai eu la curiosité donc de montrer ces films, parce qu'après je fais de l'autoconfrontation, à des gens qui me disent que c'était la première fois qu'ils voyaient des choses de leur corps. Non pas qu'ils n'utilisaient pas la vidéo, mais c'est qu'ils n'avaient pas forcément l'outil d'analyse. C'est-à-dire qu'ils s'intéressaient simplement aux techniques, ils ne s'intéressaient pas au mouvement spontané, par exemple, de leur corps, au processus d'écologisation. Voilà, merci.